今年是法兰西学院汉。Cette année, nous commémorons le bicentenaire de ce colloque, cette chaire de chinois. C'est la première fois qu'il y a une chaire de chinois dans un institut savante dans l'Occident. Cette année, c'est également le cinquantenaire de la relation diplomatique franco-chinoise. Donc, il y a ces deux choses importantes. Collège de France a une longue histoire, a une grande réputation. Sa création est une décision des dirigeants français qui ont une vision énorme et qui accorde une importance à la culture. À savoir, c'est un fruit de la Renaissance européenne, à savoir être ouvert aux choses inconnues. La conception initiale de Collège de France vient de Bertin, dont une statue est dehors. Dès le début, Collège de France a pour vocation d'enseigner tous et tout, comme dit Confucius. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la chaire de langue orientale est contenue seulement au turc et au perse, au syriaque et à l'arabe. Mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de chinois ni de langue indienne. À cette époque-là, il y a des politiques qui sont, pour ainsi dire, sinophiles. Par exemple, Jacques Turgot, Henri Bertin, Pierre Poivre, Pierre-Simon Laplace, Antoine Gobille. Ces personnalités voulaient rétablir ou revoir la fièvre chinoise telle qu'il a été dans les siècles précédents. Grâce à leurs efforts, le Collège de France a finalement établi une chaire de chinois. Sylvestre de Sacy, qui est un orientaliste connu et arabisant, a beaucoup fait pour la chaire de chinois. Il a également aidé à publier des descriptions concernant les Chinois. Donc, le 11 décembre 1814, la chaire de chinois et tartare mandchou a été créée. Cette chaire de chinois et de tartare mandchou, tel qu'il a été appelé, a duré pendant 104 ans, jusqu'à la mort de Chavannes en 1918. La dynastie des Qing est disparue déjà. Donc, tartare mandchou a été enlevé du nom de la chaire. Et le nom a été changé en chaire de chinois. Donc, comme je dis, c'est la première fois qu'une institution savante occidentale a établi une chaire de chinois. Il y a beaucoup de premières de la part de Français en ce qui concerne la Chine. Par exemple, Louis IX a déjà envoyé Guillaume de Rubruck, un franciscain, en 1253. En 785, 6 mathématiciens du roi
ont été envoyés en Chine. Ces jésuites ont joué un rôle important dans la sinologie française d'après. Et puis, c'est d'ailleurs la première fois qu'il y a des envoyés royaux d'un pays occidental en Chine. La sinologie a été créée relativement tard dans d'autres pays. Par exemple, en Russie, c'était 1851. Au Royaume-Uni, 1876. Et puis, en 1822, la première société asiatique a été créée. C'est la Société asiatique française. Et également le journal asiatique. Et puis, en 1890, Trongpao a été créé jusqu'à présent. En 1920, l'Institut des hautes études chinoises a été créé. C'est le premier institut de ce genre en Occident. En 1840, les Longzhou a été créé. Le cours de chinois a commencé en 1843. Tout cela est plus tôt que tous les autres pays occidentaux. Donc, nous avons vu qu'il y a beaucoup de premières dans les échanges franco-chinois. Et puis, que ce soit la guerre, que ce soit les bouleversements politiques en France ou dans le monde, ou que ce soit les révolutions ou la restauration, ou les crises économiques, ou que ce soit des guerres ou les conflits entre les deux pays, cette chaire a toujours existé, s'est toujours développée. Donc, dans cette histoire de 200 ans, il y a 9 personnes qui ont été titulaires de cette chaire, donc, à savoir Albert Rémusat entre 1814 et 1832, Stanislas Julien entre 1832 et 1873, d'Hervé de Saint-Denis entre 1874 et 1892, Chaval entre 1893 et 1918, Maspero entre 1921 et 1945. Maspero a d'ailleurs changé le nom de la chaire en chaire de langue et littérature chinoise. Puis de Mieville entre 46 et 64. D'ailleurs, pendant 40 ans, c'est des gens de la zone du Jura suisse qui ont été titulaires de cette chaire, à savoir Demienville et Maspero. Ensuite, Holstein, entre 66 et 81. Le nom a également changé en recherche sur l'histoire sociale de la Chine. Lui, c'est le seul qui maîtrise et le chinois et le tibétain. Ensuite, Gernet, entre 73 et 91. M. Gernet a également une figure entre l'école heuristique et l'école de sinologie moderne. Et puis, actuellement, le titulaire, M. Pierre-Étienne Ville, qui a d'ailleurs continué à moderniser la chaire de chinois du Collège de France. Pendant ces 200 ans, ces 9 titulaires ont joué un rôle important. Ils ont formé beaucoup de sinologues, ils ont beaucoup publié et ont beaucoup contribué à la sinologie occidentale. Ces 9 titulaires ont plus ou moins effectué des recherches sur l'Ouest chinois, Xiyu. C'est également une caractéristique de la sinologie française.
Il y a beaucoup d'œuvres importantes qui sont écrites par eux. Par exemple, Mémoire composée à l'époque de la grande dynastie Tang sur les religieux éminents, ou Voyage des pèlerins bouddhistes, ou Foguoji. Tout cela concerne l'Ouest chinois. Rémusat, Chavannes et Julien ont traduit ou écrit sur l'Ouest chinois. Ces livres font partie de l'histoire mondiale. Ils ont également jeté les bases pour la recherche sur la route de la soie. Grâce à ces traductions ou à ces livres des sinologues français, Ferdinand von Richthofen a pu avancer l'idée de la route de la soie à la fin du 19e siècle. Il a pu inventer ce concept. Le premier chercheur français à parler de la route de la soie, c'est René Grousset. En 1942, il a ajouté 14 pages sur la route de la soie dans son histoire de la Chine. Chavannes a d'ailleurs parlé de la route de la soie maritime. Donc, la chaire de chinois du Collège français, du Collège de France, a également contribué à la recherche sur la route de la soie. Mais la personnalité qui a contribué le plus est bien sûr Pelliot et Hombis. Pelliot était un des élèves de Chavannes. Pelliot a effectué une mission en 1906-1908 et a rapporté beaucoup d'objets culturels de l'Ouest chinois. En 1909, il a d'ailleurs établi une chaire sur l'Ouest chinois au Collège de France. Cette chaire a duré pendant 35 ans jusqu'à la mort de Pelliot en 1945. Dans cette chaire, il a beaucoup parlé sur l'Ouest chinois en utilisant les objets qu'il a ramenés. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Collège de France a perdu deux grands sinologues, à savoir Pelliot et Maspero. La chaire de l'Ouest chinois est suspendue après la mort de Pelliot jusqu'à 1963. L'élève de Pelliot, Hombis, a puis repris cette chaire jusqu'à sa retraite en 1977. Il a touché à l'Ouest chinois, mais également la Mongolie et la Sibérie du Sud. La mission de Pelliot dans l'Ouest chinois. En fait, Pelliot est arrivé beaucoup plus tard que les autres chercheurs allemands ou anglais. Mais avant lui, il y a également des chercheurs français, par exemple Charles Bonin, Dutré de Reims, Crenard ou Père Huc ou Père Gabet et Dolonne ou Bonvalot. Les autres pays ont commencé plus tôt que les Français, mais néanmoins, qui dit
la mission de Pelliot dit Sénat qui a sponsorisé les missions de Pelliot. Dans son carnet de route, Pelliot a inclus 31 lettres à Sénart, toutes lettres savantes. En fait, la mission de Pelliot n'est pas officielle, mais plutôt semi-officielle. Bien sûr, il y a des soutiens du gouvernement français, des différents ministères français. Après son retour, l'accueil qui lui a été réservé a également participé par différents ministres de l'époque. Le ministère des Affaires étrangères a d'ailleurs beaucoup fait pour accompagner cette mission de Pelliot. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères a organisé de l'accueil des officiers chinois de l'Ouest chinois. Pelliot lui-même a dit que ils ont besoin de l'aide de Humboldt. Les officiers locaux nous avons très bien accueillis. L'officier local Wang Daren est quelqu'un du sud de la Chine. Il nous a très bien accueillis et il n'est d'ailleurs pas surpris que De Laoai parle le chinois, sa langue maternelle. Les chercheurs chinois n'ont pas une très bonne appréciation de Pelliot. Mais en fait, Pelliot était déjà à Hanoï en 1899. Il a renoncé à sa candidature au Collège de France en 1906 pour partir à l'Ouest chinois. D'ailleurs, c'est un génie de langue. Il maîtrise beaucoup de langues orientales, par exemple mongol, ouïghour. Il y a des langues qu'il a d'ailleurs apprises pendant son séjour en Chine. Donc, Pelliot maîtrise beaucoup plus de langues que les autres sinologues de l'époque ou les autres explorateurs tels que Aurel Stein. Donc, je vais sauter ça, c'est trop long. En guise de conclusion, la chaire de chinois du Collège de France est la première chaire occidentale dans une institution savante de l'Occident. Cela a beaucoup contribué au développement de la sinologie en Occident. Cette chaire a duré pendant 200 ans sans interruption. Cela montre que les échanges culturels franco-chinois sont très vivants. C'est un domaine d'échange franco-chinois qui est le plus vivant, qui a d'ailleurs pu surmonter des obstacles politiques et sociaux depuis toujours. Cette chaire a influencé sur la sinologie occidentale
Et cette chaire a également favorisé les échanges approfondis à haut niveau entre l'Occident et la Chine. Grâce à cette chaire de chinois de Collège de France, l'Occident du XVIIIe siècle a pu mieux connaître la Chine. La Chine n'est pas un sujet de salon parmi les riches femmes, comme dans le XVIIIe siècle. Et ces sinologues ne sont pas comme les missionnaires ou les voyageurs en Chine. Ces sinologues étudient directement les classiques chinois. Leur recherche est fiable et profonde et a pu saisir l'essence de la civilisation chinoise. La chaire de l'Ouest chinois de Pelliot a pu nous aider à comprendre différentes civilisations et langues disparues de la région. Grâce à son travail, nous avons pu comprendre des anciennes civilisations de cette région. Il a retracé les échanges historiques entre la Chine et les autres pays sur la route de la soie. Son travail a beaucoup aidé la recherche ultérieure sur la route de la soie de la deuxième moitié du XXe siècle. Sa recherche sur l'Ouest chinois a d'ailleurs favorisé la même recherche en Chine par les chercheurs chinois. Par exemple, Zhang Xinlang, Xiang Da, Wang Chongming, Luo Zhenyu, Jiang Liangfu a pu lire les résultats de la recherche des sinologues français sur la route de la soie. Et puis, ils ont pu approfondir leur recherche sur Dunhuang, sur l'Ouest chinois et sur la route de la soie. Par manque de temps, je vais m'arrêter ici. Vous pouvez lire mon exposé écrit. Merci beaucoup.